Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre émission M. Samba Sy, auteur de l'ouvrage Parcours d'un commissaire divisionnaire. Monsieur Sy, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la bienveillance de me recevoir dans vos locaux, d'avoir d'abord édité le livre, de l'avoir édité et de l'avoir diffusé. Donc les remerciements vous sont adressés directement. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire vos mémoires? Par devoir de mémoire. Devoir de mémoire dans la mesure où, après avoir passé un certain nombre d'années dans l'administration, et je crois qu'il est bon de faire part aux jeunes générations de son expérience. C'est pourquoi j'ai pris la décision, eu égard à ma formation d'historien, pour avoir été professeur d'histoire et de géographie, de vouloir donner un aperçu de mon vécu, de mon parcours et de ma vie. Nous allons tout d'abord faire une brève présentation de votre profil. Je rappelle juste que M. Samba Sy est professeur d'histoire-géographie au lycée Malick Sy de Thiès. Il intègre l'école de police en 1970. Il en sort major de sa promotion en 1972. Affecté en qualité d'adjoint au commissaire de Pikine 7e arrondissement, il est par la suite chargé du commissariat de Médina 4e arrondissement, commissaire du Plateau 1er arrondissement, commissaire de Rebeuss 2e arrondissement et chef de la sûreté urbaine de la région du Cap-Vert en 1981. Nommé en 1983 directeur de l'administration pénitentiaire du Sénégal, il est radié en 1987 avec l'ensemble des forces de police. Promu directeur de la police municipale de Dakar de 1994 à 2003, victime des attaques mensongères d'une presse orientée, il est écarté de la police active, puis nommé conseiller technique auprès du ministre délégué chargé des collectivités locales et en 2004 conseiller technique de M. Macky Sall, ministre d'État, actuel président de la République, à l'époque chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Et enfin, en 2005, il est conseiller technique de Mme Aminata Tall, ministre d'État chargé des collectivités locales et de la décentralisation. Peu parmi ceux qui ont été radiés en 1987 sont revenus. Qu'est-ce qui explique votre choix de revenir ou bien d'avoir été convié à nouveau dans l'administration de la police? Pour avoir été radié injustement et pour avoir été humilié à tort, pour avoir été jeté dans les déshonneurs, je ne veux pas dire opprobre, j'ai voulu faire part de ma carrière pour éclairer l'opinion publique sur les conditions d'existence des anciens policiers radiés et sur ma vie professionnelle. Aujourd'hui, en prenant distance, en ayant la froideur qu'il faut pour analyser la situation d'alors, et aujourd'hui, si on regarde dans le rétroviseur, que l'on regarde les policiers qui ont été radiés et leur situation d'aujourd'hui, quel est votre sentiment? De désolation. Sentiment de désolation, sentiment de honte, sentiment d'amertume. Parce que je ne peux pas comprendre que des fonctionnaires qui pour la plupart se trouvaient hors de Dakar, qui n'ont participé à aucun mouvement ni de grève ni d'humeur, se retrouvent du jour au lendemain jetés en pâture et jetés dans les déshonneurs. Des gens qui hier étaient craints, respectés, adorés, qui se retrouvent du jour au lendemain unis par cela même qu'ils défendaient, cela même qu'ils ont secouru. Alors c'est très grave. Et la décision qui provenait des instances supérieures mérite d'être revue.
mais d'être revu de manière à ce qu'on puisse situer les responsabilités. Vous avez occupé des postes de responsabilité? Extrêmement important. Exactement, d'ailleurs c'est là où j'allais en venir. Qu'est-ce que ces postes de responsabilité ont eu dans le profilage ou bien dans le façonnage de votre profil aujourd'hui, mais surtout, quelles sont les missions importantes que vous avez eu à mener? Et la mission du policier qui se trouve à l'échelon le plus bas est toujours méritoire. Parce que l'agent de police qui est détaché à la circulation, qui empêche le conducteur d'automobile de commettre l'excès de vitesse au risque de sa vie ou au risque de la vie de l'autre, celui-là qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, se trouve au carrefour du rond-point pour aider l'aveugle à traverser la chaussée. Celui-là même qui va au secours des gens qui sont victimes d'infractions de tous ordres. Cet agent qui représente la puissance publique sur la voie publique doit être honoré et doit être respecté. Et je crois que c'est le moment de refaire confiance à la police et de lui donner les moyens de son action pour permettre un meilleur développement de notre pays. Vous avez participé à la formation de beaucoup de jeunes, la noblesse de la mission. Est-ce que c'est la même formation que vous aviez reçue à l'époque, que vous avez eu à enseigner sans doute à travers les jeunes que vous avez eu à recevoir? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la même formation, le même engagement, la même leçon qui est aujourd'hui donnée à ces jeunes qui s'enrobent de la tunique de la police pour défendre la voie publique? Ce n'est pas la même chose. Ma formation en tant que policier a été extrêmement difficile parce que nous constituons la première promotion des intellectuels, entre guillemets, admis à la police. Lorsqu'on entrait dans la police, la plupart des cadres qui y figuraient étaient pour la plupart ce qu'on appelle, je m'en excuse, des rampants. C'est-à-dire des fonctionnaires qui ont été promus suivant leur ancienneté à des postes importants. Mais notre différence, c'est que nous sommes rentrés dans la police avec un bagage intellectuel conséquent pour remplacer des gens qui n'ont pas eu la même formation universitaire que nous et qui déjà nous ont créé beaucoup de problèmes. Le premier problème que j'ai eu à ma qualité de major de la promotion, comment imaginez-vous que le major de la première promotion des commissaires de police, qui a subi une formation pratique et qui a fait des stages pratiques dans tous les commissariats et qui en est sorti presque, je ne dis pas vainqueur entre guillemets, soit admis à redoubler de stages. C'est ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est que de major de la promotion, première promotion des commissaires de police diplômés de l'enseignement supérieur intellectuel, je me suis retrouvé admis à redoubler mon stage. Pour des raisons? Pour des raisons diverses. Parce qu'il fallait donner une leçon et décourager les intellectuels de rentrer dans la police. C'est le sentiment que j'ai eu. C'était l'occasion pour les anciens de dire que la police n'est pas faite pour les intellectuels. La police n'est pas faite pour les jeunes qui ont une certaine envergure et qui ont une certaine façon de penser de la police. Ça, c'est le premier point. C'était donc un rejet automatique de la première formation qu'on a trouvée sur place. C'est pourquoi ma promotion a été vraiment, a subi toutes sortes d'affronts. Mais cela ne vous a pas empêché d'avoir été promu directeur de l'administration pénitentiaire, qui est quand même une fonction très sensible, très particulière, qui demande une certaine discrétion, mais du professionnalisme. Comment vous avez eu à gérer cette responsabilité, cette fonction? J'ai eu la chance de côtoyer des anciens
qui m'ont donné le savoir, qui m'ont appris. Et je veux citer parmi les anciens le commissaire Ibrahim Agnan qui m'a reçu en stage à Saint-Louis, qui a été chef de la sûreté urbaine, qui a été chef des services de police de la région de Cap-Vert, qui a été commissaire central de Saint-Louis où il m'a reçu en stage de formation, qui par la suite est devenu le premier directeur de l'administration pénitentiaire du Sénégal. Ce monsieur a eu à me former, à me donner des leçons qui m'ont permis, des années plus tard, d'occuper les mêmes fonctions que lui-même a eu à occuper une trentaine d'années auparavant. Exactement. C'est le commissaire Ibrahim Agnan. Et après le commissaire Ibrahim Agnan, j'ai eu la chance, dans l'exercice de mes fonctions, de connaître des anciens, notamment le père de l'ancien Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Son père était officier de police. Il a eu à me seconder, il a eu à me conseiller, il a eu à m'épauler, il a eu à me former au plan pratique. Et j'ai bénéficié de cette aura, d'avoir des anciens qui sont venus à mon secours et qui m'ont donné le savoir et qui m'ont communiqué leur expérience, ce qui m'a permis d'avoir de très bons résultats à travers les différentes fonctions que j'ai eu à occuper. J'étais commissaire de police presque dans 4 ou 5 arrondissements de police de Dakar, en un moment où Dakar ne comptait que 7 arrondissements. J'ai été commissaire de Pikine, adjoint au commissaire de Pikine, pendant que le commissariat de Thiaroye n'existait pas. Je ne parle pas des autres postes de police qui sont venus après. C'est de là que j'ai eu à recevoir pour la première fois le président de la République, Abdou Diouf, qui était étonné de se retrouver en face d'un jeune commissaire de police qui n'avait pas 30 ans, il avait juste 25 ans, et qui était très content, très fier, et a félicité Jean Collin qui était à l'initiative de cette mesure, de rajeunir la police et lui donner du sang neuf et de lui permettre vraiment de pouvoir travailler au diapason avec les populations. Néanmoins, il y a une affaire que vous avez connue, qui aujourd'hui peut-être connaît il y a près de 35, 36, 37 ans, il y a ce qu'on appelle l'affaire Baba Ndiaye. Comment avez-vous vécu cette affaire? Comment vous l'avez gérée? L'affaire Baba Ndiaye était un receleur. J'étais chef de la sûreté urbaine. À une époque où je réalisais un travail que ne pouvaient pas réaliser les 7 commissariats de police de la région du Cap-Vert. J'étais jeune, j'avais la chance d'avoir un vieux inspecteur de police, Souleymane Dak Camara, qui était chargé des brigades de recherche, qui m'épaulait, et on avait fait un travail extraordinaire. Le service de la sûreté urbaine que je dirigeais déférait plus de prévenus que l'ensemble des services de police de Dakar. C'est pourquoi j'ai eu toutes sortes de félicitations des populations, félicitations des préfets, des autorités administratives, félicitations de l'État. C'est ce qui m'a permis d'être promu directeur de l'administration pénitentiaire en 1983 pour remplacer un colonel de gendarmerie et pour être remplacé par la suite par un autre colonel de gendarmerie qui va devenir directeur de la gendarmerie nationale. C'est comme ça que vous avez... Alors donc lorsque l'on parle du projet de police municipale, vous avez vu ce projet est sans doute né devant vous, certes, mais vous y étiez impliqué. Quelle était la pertinence de créer une police municipale à l'époque? Parce qu'il fallait réparer une injustice. Et l'État, en ce moment, était coincé parce qu'on s'est rendu compte que les policiers radiés, pour la plupart, n'avaient commis aucune faute. Et que ceux qu'on a radiés ne devaient pas l'être. C'est par contre ceux qui étaient réintégrés qui devaient être radiés. Ils se sont rendus compte, matériellement, que c'était inadmissible. Et en plus, on s'est rendu compte que vraiment les policiers radiés subissaient une injustice flagrante
aux yeux de la population, aux yeux du pouvoir et aux yeux de l'opinion publique. C'est ce qui a motivé le souci du gouvernement de vouloir régler le problème des policiers radiés en créant la police municipale. Pourquoi créer la police municipale? Parce qu'il fallait trouver un moyen de faire en sorte pour que les policiers radiés reviennent en activité. Curieusement, les policiers municipaux qui étaient radiés, à tort, ont révélé ou se sont révélés être les meilleurs. C'est pourquoi j'ai dirigé la police municipale de Dakar pendant presque 10 ans. Donc ce n'était pas en réalité par souci de sécurité. C'était pas par souci de sécurité. C'était pour réintégrer les policiers qui étaient radiés. C'était pour simplement réintégrer les policiers radiés. Mais il y avait de la résistance. Parce que les policiers qui étaient radiés et qui n'étaient pas réintégrés et se sont retrouvés, étaient plus gradés que les policiers qui étaient radiés et qui étaient réintégrés. C'est la preuve, un de mes promotionnaires a été nommé directeur général de la Sûreté nationale. Et tant d'autres qui ont eu des fonctions importantes qui ne leur sont advenues que parce que les meilleurs étaient partis. Avec le régime libéral, le régime d'Abdoulaye Wade, en 2000, un vent nouveau a soufflé dans le pays. Il y a eu des changements, mais vous avez connu, avec l'arrivée de la presse, la privatisation de la presse, à l'époque, vous avez connu ce que vous appelez une certaine accusation mensongère d'une presse orientée. D'abord, de quelle presse il s'agissait à l'époque et qui était derrière pour qu'elle soit orientée? Pour commencer par Abdoulaye Wade, il faut dire que lorsque la loi de radiation a été déposée devant l'Assemblée nationale par le ministre d'État Jean Collin, qui ministre d'État, secrétaire général à la présidence, assurait l'intérim du ministre de l'Intérieur, seul le parti de Maître Abdoulaye Wade avait refusé de cautionner cette loi. C'est pourquoi ces députés sont sortis de manière spectaculaire de l'Assemblée nationale pour s'opposer à cette loi. Et c'est l'occasion pour moi, là, vraiment de remercier et de féliciter le professeur Abdelkader Boy, qui, professeur d'université, éminent juriste, a pu prouver l'irrégularité de cette loi. L'illégalité de cette loi et pour dire en conclusion que c'était une loi préméditée qui était prise par le gouvernement pour régler un certain problème. Il fallait réduire le nombre. Pas le nombre, il fallait réduire la masse salariale, il fallait réduire donc le nombre de fonctionnaires et on avait trouvé là l'occasion. Ceci n'était pas dû aux ajustements structurels alors. De plus, on a pensé que c'était là une bonne occasion vraiment pour régler un problème, pour atténuer la masse salariale, pour réduire cette masse et faire en sorte que l'État puisse s'en sortir. L'État qui était acculé par le Fonds monétaire international. Et la presse? La presse a fait défaut. Je l'avoue. La presse a fait défaut parce qu'au lieu d'avoir une presse, je ne dis pas crédible, je n'ose pas le dire, je respecte la presse, mais au lieu d'avoir une presse alerte, avisée, on s'est retrouvé devant une presse assujettie qui ne faisait que l'éloge du parti au pouvoir et de l'État en place. Comme nous en voyons jusqu'à ce présent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais nous pourrons en reparler. Alors, lorsque l'on voit, en dépit de tout cela, vous avez quand même, après avoir quitté la police municipale, vous avez été conseiller aujourd'hui de l'actuel président de la République, vous avez été conseiller d'Aminata Tall, vous avez eu quand même à occuper des postes stratégiques au niveau de l'administration même de façon beaucoup plus générale.
Quelle expérience en avez-vous tiré, mais également quels sont les gros projets parmi lesquels vous avez eu à travailler? J'ai quitté l'administration de la police municipale, enfin la direction de la police municipale, sur la base de fausses informations. Depuis presque 10 ans, j'étais directeur de la police municipale. Il y a des gens peut-être qui voulaient me remplacer. Et des gens tant dans la profession que dans le gouvernement qui voulaient peut-être mettre leur homme. Il s'est arrivé que lorsque j'étais directeur de la police municipale, il y a eu changement de maire. Mamadou Diop était parti. Il a été remplacé par Lassane Cissé, qui était président d'une délégation spéciale. Après lui est venu Pape Diop comme maire de Dakar, président du Sénat. Ce dernier, lorsqu'il est arrivé, il a voulu changer tout le monde. Et effectivement, il a changé toute l'administration municipale. Des gens expérimentés, qui avaient une très grande envergure et qui ont fait de Dakar ce qu'il est devenu, ont été relevés de leurs fonctions et remplacés. Alors, il fallait aussi, comme je faisais partie des directeurs, il fallait bien qu'on me remplace. Et vous avez quitté. C'était difficile de me remplacer. Il fallait trouver. Si j'avais failli, on aurait compris. Si j'avais fait des faux pas, on aurait compris. Il fallait trouver un prétexte. Si je n'avais pas accompli et rempli mes missions dans leur intégralité, on aurait compris. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je parte. Alors, on a organisé une cabale contre ma personne en disant que j'ai falsifié un décret du président de la République, Abdou Diouf, pour me maintenir dans mes fonctions de directeur de la police municipale. Vous vous imaginez? C'est grave. Quelqu'un qui, pendant presque une trentaine d'années, a passé tout son temps à légaliser des actes administratifs, à certifier conforme des documents, comment peut-il être amené à falsifier un décret du président de la République? Et la presse s'en est fait l'écho. Dans toute la presse, le directeur de la police municipale dribble l'État. Le directeur de la police municipale a falsifié un décret pour se maintenir dans ses fonctions. Alors, il fallait donc que je parte. Ils avaient ameuté la clameur publique contre moi de manière à me faire sortir des rangs de la police municipale, ce qui a été fait. Malheureusement, ça a été mal fait. Comment ça a été mal fait? Parce que, justement, le directeur de la police municipale est nommé par le maire de la ville. Mais moi, alors, c'est au maire à me nommer et à me remplacer et à me relever. Mais ce n'est pas au ministre à me nommer et encore moins à me remplacer, mais c'est le ministre de la décentralisation qui a pris un arrêté pour me relever et me faire remplacer. À l'époque, j'avais pris des avocats qui m'ont dit qu'il fallait contester la décision, il fallait aller en justice, c'était pas drôle. J'ai dit, c'est pas la peine. Si je m'oppose à cette décision, c'est comme si je voulais me maintenir dans ces fonctions. Fonctions que j'ai exercées avec toutes sortes de félicitations. J'ai eu plus de 50 lettres de félicitations du président de la République jusqu'au dernier des citoyens. Plus de 50 lettres de félicitations qui se trouvent dans l'ouvrage. Les ministres, les préfets, les populations, les délégués des quartiers. Et j'ai reçu toutes sortes de félicitations dans l'exercice de mes fonctions. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au Sénégal. Oui. Il y a une sorte de crise au sein de ce que nous pourrons appeler en tout cas des institutions de sécurité, notamment la gendarmerie et la police. Nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement au mois de mars. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une certaine relation de confiance déjà entre les citoyens et les forces de l'ordre? Il n'y a pas déjà pour commencer de confiance entre les deux forces. Entre la gendarmerie et la police? Entre la gendarmerie et la police, il y a toujours eu la rivalité.
il y a toujours eu la rivalité. Et l'État, en général, préfère donner la priorité à la gendarmerie. Si on prend le cas des médias, on se rend compte que vraiment, dans une ville qui est administrée par la police, la gendarmerie n'a pas le droit d'intervenir. À défaut de police, ça pourrait se faire. Mais pour une simple déclaration ou pour une simple vérification ou pour une simple vérification qu'on soit amené à déployer la gendarmerie, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est faire à la gendarmerie des missions qui ne sont pas de son ressort, qui sont entièrement du ressort de la police. La gendarmerie exerce en zone urbaine. C'est le cas dans plusieurs affaires. La plupart des affaires litigieuses sont confiées à la gendarmerie, qui obéit aux ordres. Nous, on avait la chance, la latitude de dire à l'État, attention, vous vous fourroyez. De dire au chef, au ministre de l'Intérieur, j'ai eu l'occasion de le dire, attention. Je suis passé par le directeur de la sûreté pendant que j'exerçais pour dire non, il ne faut pas faire ça. Parce que si vous le faites, vous vous mettez à dos la population. La police doit être un conseiller de l'État. Le commissaire de police doit être un conseiller avisé du ministre de l'Intérieur pour lui dire attention, il ne faut pas y aller. Les renseignements généraux disent que la population n'est pas pour cette affaire. Il ne faut pas aller dans ce sens. Mais ça ne se fait plus. Et moi, j'ai été expulsé par la gendarmerie avec l'assistance des détenus dont j'assurais le gardiennage quelques mois auparavant. Vous pensez que c'est normal? Il aurait suffi qu'on me dise au moment où j'étais radié, le logement que vous occupez, il faut le quitter. Si on m'avait convoqué pour me dire quitter le logement, j'aurais quitté le logement, j'aurais pris mes affaires, je suis parti. Et encore que l'administration fonctionne par voie écrite. On peut justement vous... Voilà. Alors, je me suis réveillé un matin avec des gendarmes qui ont assiégé mon domicile, qui ont utilisé des détenus dont j'assurais la garde pour prendre mes bagages et les jeter dans la rue. Tous mes bagages dans la rue. Et comme le commissaire Sadibou venait de mourir, je me suis dit, attention, il faut faire gaffe. Peut-être m'en veulent-ils. La mort du commissaire Sadibou étant suspecte, son corps ayant été repêché à partir des falaises dans sa voiture, qui a été projetée du haut de la falaise de Mamel, est-ce que Sadibou étant le commissaire le plus gradé, et moi peut-être vraiment le suivant, n'était-ce pas une préméditation pour chercher à attenter à ma vie? J'ai dû utiliser des astuces de policiers pour pouvoir sortir et laisser les gendarmes et les détenus. Et j'étais en vrac mes bagages dans la rue. Mais heureusement, j'ai pris un taxi en me travestissant pour partir et quitter la maison. C'est ce qui peut-être m'a sauvé la vie. En tout cas, ce que dit le Wolof, l'on est le ce jàmm la. Si je pense que vraiment j'ai eu le flair de partir. Énormément d'histoires, beaucoup de choses à dire sur notre histoire politique, mais également sur l'histoire de chaque pan, sur chaque domaine, chaque institution de notre République. Il y a beaucoup de choses à dire. Mon technicien me signale que c'est la fin de l'émission. Malheureusement, nous n'avions pas beaucoup de temps pour cette émission. C'est juste 26 minutes. On est même à 30 minutes. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Et vraiment, merci d'avoir accepté cette émission. Tout le plaisir pour moi et je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers internautes qui nous suivez, vous pouvez vous procurer cet ouvrage-là ici aux éditions L'Harmattan Sénégal à la librairie. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.